Quand la nature devient synonyme de violence, c'est une enquête au cœur d'un colonialisme vert. La nature des hommes, une mission écologique pour sauver l'Afrique. C'est le dernier livre aux éditions La Découverte de l'historien de l'environnement et de l'Afrique contemporaine Guillaume Blanc. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est un livre qui part de cette étrange mission écologique mondiale lancée en 1961, le projet spécial africain. De quoi s'agit-il ? Eh bien, en fait, donc on est à la veille, au lendemain des indépendances africaines. Et donc, ce sont des institutions internationales comme l'UNESCO, l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui vont se demander, c'est dans leurs archives, comment faire face à ce qu'ils appellent l'africanisation de la nature, c'est-à-dire les indépendances africaines et la gestion africaine de la nature. Et pour ça, ils mettent en place un projet, le projet spécial africain, une banque pour le financer, on la connaît tous, le Fonds mondial pour la nature, le World Wildlife Fund, WWF, et c'est dans leurs archives, il va s'agir d'aider l'Afrique à s'aider elle-même en envoyant des experts mener ce projet spécial pour l'Afrique et donc créer des parcs nationaux ou expulser, criminaliser, bref, naturaliser l'Afrique par la force. Et pour justifier l'expropriation de ces populations africaines et leur criminalisation, dites-vous, les Européens ont inventé le mythe du bon et du mauvais chasseur. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce mythe ? Oui, alors le mythe, il date de la fin du 19e siècle. C'est la création des réserves de chasse, en fait. C'est-à-dire que des chasseurs européens, eux, vont s'approprier le droit d'accès à la faune, c'est-à-dire tout simplement le droit de chasser, et donc d'imposer sa capacité à dominer la nature et ses habitants. Et ils vont se définir, donc ça c'est le bon chasseur, et ils vont pour cela inventer l'image du mauvais chasseur, donc lui qui serait un braconnier, qui chasserait la nourriture avec cruauté, et ce qui va justifier tout simplement l'expropriation des Africains. Et c'est le début en fait d'un mythe qui va consister à dire que les Européens savent gérer la faune et qu'ils doivent apprendre aux Africains à bien l'utiliser. Et paradoxalement, dans les années 60, au moment des indépendances, c'est là qu'ils vont réussir leur objectif, c'est-à-dire s'approprier, avec la complicité des nouveaux dirigeants africains, mais s'approprier la bonne gestion de ce qu'ils appellent la nature africaine. Une déshumanisation de la nature liée au savoir, vous le disiez tout à l'heure, propagé par les scientifiques en colonie et qui perdure encore aujourd'hui. De quel savoir s'agit-il ? On peut prendre, il y en a beaucoup, mais il y a par exemple le mythe de la forêt primaire. Donc là, il faut bien voir que la forêt dite primaire n'existe qu'en Afrique ou en Asie. Nous, on ne parle pas de forêt primaire pour l'Europe. Je vous donne un exemple, l'Éthiopie. L'Éthiopie, Al Gore, dans son livre pour lequel il aura quand même le prix Nobel de la paix, dit que la forêt primaire d'Éthiopie est passée de 40% en 1900 à 3% en 1961. Ces chiffres n'existent pas, ces chiffres sont une invention, avec l'ironie qui consiste quand même à constater que ça fait 63 ans que la couverture forestière éthiopienne est toujours dite à 3%. Donc ça fait 63 ans que ça n'a pas bougé. Mais ce mythe va justifier l'idée qu'il faudrait des experts pour gérer la forêt éthiopienne et qu'il faudrait aussi priver les Éthiopiens de l'accès à la forêt. Et ces mythes perdurent, les croyances l'emportent sur les faits. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Alors que dans le reste du monde, dites-vous, cette nature a été donc idéalisée à travers la littérature, Out of Africa, la presse, National Geographic, les guides comme Lonely Planet, les mangas comme Le Roi Lion. Or, la réalité, c'est que l'Afrique est cultivée et habitée comme en Europe, désormais. Exactement, c'est un constat très triste, mais si on prend les archives, on voit que dans les parcs nationaux africains, environ 350 aujourd'hui, on a au moins 1 million d'expulsés, agriculteurs, pasteurs, au plus 14 millions. Donc il faut bien voir que les parcs nationaux que l'on a tous en tête, que ce soit le Serengeti ou justement le Roi Lion a été tourné, plus à l'est dans le Kilimandjaro, ces parcs n'ont jamais été vides. Ils sont vidés de leurs habitants. C'est encore aujourd'hui le cas en Tanzanie, 70 000 Maasai qui sont menacés d'expulsion aujourd'hui. Tout cela, pour comprendre l'origine, ça remonte au projet spécial africain dans les années 60, quand il a fallu justement faire face à cette soi-disant africanisation de la nature. Et quand on plonge dans les archives, on voit que toutes les normes, donc le bon chasseur, le mauvais, la bonne gestion, la mauvaise, les touristes qui viennent et les agriculteurs qui, eux, sont expulsés, tout cela, les bases ont été posées
dans les années 60 jusqu'au milieu des années 70 par ce projet spécial africain. Les touristes eux-mêmes qui sont pollueurs. Ah ben, si on fait le calcul écologique de la visite d'un parc national en Afrique, 99% des touristes viennent d'Occident, avec du matériel de camping, des polaires, des smartphones, le coût carbone pour venir en avion. Venir visiter un parc national en Afrique, c'est l'équivalent de détruire dans le monde les ressources qui sont mises en parc dans chaque parc africain, au détriment de celles et ceux qui y vivent et qui sont privés du droit à la terre, alors que dans leur vie entière, ils ne pollueront presque jamais autant qu'une visite de 2-3 jours dans un parc africain. Vous évoquez d'ailleurs donc le Zimbabwe, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya ou encore l'Éthiopie. Avec cette notion de nature, entre guillemets, qui naît le jour où elle commence à disparaître. Oui. Expliquez-nous cette phrase. Alors il faut vraiment faut faire preuve d'empathie en fait, mais d'une empathie qui nous semble paradoxale, se remettre dans la tête des premiers colons européens qui tentent l'aventure coloniale à la fin du 19e siècle. Ils laissent derrière eux une Europe radicalement transformée par l'industrialisation, l'urbanisation, et ils vont être persuadés de retrouver en Afrique cette nature qu'ils ont perdue chez eux. Simplement, la colonisation va être un choc écologique sans précédent. 65 000 éléphants par an qui sont abattus en Afrique de l'Est, des centaines de zèbres, par exemple, qui sont abattus pour être envoyés dans les musées naturels d'Europe. Et plutôt que de se rendre compte que les dégâts écologiques auxquels ils assistent sont de leur propre fait, les Européens vont blâmer les pratiques agro-pastorales des Africains. Et cela va continuer dans les années 60, face à la peur de la bombe P, ce qu'ils appellent la bombe population, plutôt que de se dire que sont les premières catastrophes pétrolières, les premières grandes sécheresses, mais qui sont, peu importe l'engagement, là, ça n'est pas une question d'engagement politique, c'est le capitalisme qui détruit. Eh bien, plutôt que de se rendre compte de cela, eh bien là encore, des grands experts vont blâmer les populations africaines et paradoxalement, le fait que l'Afrique soit décolonisée va leur permettre de faire passer ce projet naturaliste pour quelque chose d'apolitique. Et en fait, ça va être bien plus politique puisque c'est là que les expulsions vont devenir massives, mais au nom d'une nature qui est idéalisée. Plus la nature disparaît en Occident, plus ils vont la rêver en Afrique, sauf que les conséquences très concrètes vont être pour les femmes et les hommes qui habitent ces parcs et qui vont être privés du droit à habiter et à cultiver la terre. La nature des hommes, une mission écologique pour sauver l'Afrique aux éditions La Découverte. Merci Guillaume Blanc. Merci à vous.